Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. La situation humanitaire et sécuritaire continue de se détériorer dans les régions anglophones et la spirale de la violence risque de devenir incontrôlable au-delà des régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le constat que dresse le sous-secrétaire général de l'ONU chargé des affaires humanitaires. Pour la première fois, l'atrocité des violences meurtrières, l'ampleur de la crise humanitaire et le traumatisme des populations prises entre deux feux ont été dénoncés lors d'une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les contre-arguments du gouvernement peuvent-ils changer le regard de la communauté internationale sur l'enlisement de la crise anglophone? C'est le dossier du 20h. Autre titre brûlant de l'actualité, au Soudan, Omar al-Béchir risque d'être inculpé au regard des multiples atrocités vécues dans ce pays et des soupçons de meurtre contre son peuple. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pour la première fois, lors d'une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'atrocité des violences meurtrières dans les régions anglophones, le traumatisme des populations prises entre deux feux et l'insuffisance criarde de l'aide humanitaire ont été évoqués et mis au devant d'une scène internationale. Et le sous-secrétaire général de l'ONU chargé des affaires humanitaires n'est pas passé par quatre chemins pour évoquer l'urgence de la situation humanitaire et le risque de détérioration et d'une spirale de violence qui risque de devenir incontrôlable au Cameroun. D'autres témoignages édifiants sur la situation humanitaire ont permis à la communauté internationale d'avoir un autre regard sur la situation politique et sécuritaire au Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Paul Chougnat. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la première fois que ses membres se penchent sur la crise anglophone depuis son déclenchement en 2016. En 3 ans, 500 000 personnes ont fui vers les villes voisines, d'autres en forêt, 35 000 réfugiés au Nigeria. Aujourd'hui, la détresse humanitaire s'empire au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, qui pose le problème. En 2018, 116 000 personnes nécessitaient l'aide humanitaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus 116 000, mais 4 300 000 personnes. Invités au Conseil de sécurité, 2 ONG camerounaises, Reach Out et Caritas, présentent l'état des lieux dans les 2 régions. Esther Ndjomo-Oman est coordinatrice de l'ONG Reach Cameroun. Près de 3 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et ont besoin d'une prise en charge urgente. Plus de 40% de formations sanitaires n'offrent plus de vaccination, ni consultation prénatale et ARV pour les malades du sida. Moins de 50% d'accouchements sont assurés par un personnel qualifié. L'assistance humanitaire est insuffisante et inappropriée. Face à l'escalade de violence, les besoins en médicaments, nourriture, logement continuent de croître. Chiffrés à 150 milliards de francs CFA, seuls 19 milliards ont été mobilisés, révèle l'ONU. Révérend Joseka est coordonnateur de l'ONG Caritas Bamenda. Plus les maisons sont incendiées, plus on a des déplacés internes, ce qui accroît l'urgence humanitaire. Sur 4 millions de personnes affectées, moins de 10% reçoivent l'aide humanitaire internationale. Au-delà de la paralysie des activités économiques, plus de 70 écoles ont été brûlées, laissant des enfants sans éducation depuis 3 ans. L'éducation est très affectée, avec un accès limité. Moins de 50 à 20% d'élèves vont à l'école. Femmes et enfants constituent la majorité des déplacés en besoin de protection. Devant la gravité de la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le révérend Joseka, coordonnateur de Caritas Bamenda, crie au secours au Conseil de sécurité.
La solution militaire n'a jamais résolu un conflit. Dialoguer, c'est la solution. Qui sont les parties prenantes à ce dialogue? Je demande aux Nations Unies de réunir les protagonistes afin de stopper les effusions de sang et le massacre des innocents, à exiger un cessez-le-feu. Il y a urgence d'un médiateur neutre pour faciliter ce dialogue afin de mettre fin à ce désastre humanitaire. Au nord-ouest et au sud-ouest, comme partout ailleurs au Cameroun, les oreilles restent tendues vers le Conseil de sécurité pour suivre ce débat sur une crise qui a déjà fait plus de 1850 morts, des milliers de disparus et kidnappés, selon l'ONG International Crisis Group. Lors de cette réunion informelle des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur représentant le Cameroun a balayé d'un revers de la main toutes ces critiques. Selon Tomo Monté, la situation humanitaire au Cameroun ne constitue en rien une menace à la paix et la sécurité internationale. Le diplomate camerounais a présenté des actions gouvernementales visant à juguler la crise et il a fait savoir que le Cameroun a plutôt besoin d'assistance pour identifier et bloquer les sources de financement du terrorisme et du mouvement séparatiste dans les régions anglophones. Je vous propose d'écouter Tomo Monté, ambassadeur représentant le Cameroun auprès des Nations Unies. Le sujet même sous examen, à savoir la situation humanitaire au Cameroun, a-t-on suffisamment répété, ne constitue en rien une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et je remercie encore les membres du Conseil qui l'ont répété tout à l'heure. Un tel sujet aurait été plus indiqué dans le segment humanitaire du Conseil économique et social ou dans les débats sur les questions humanitaires à la 3e commission de l'Assemblée générale, voire lors d'une manifestation parallèle de haut niveau au cours de l'Assemblée générale. C'était le cadre idoine. D'aucuns ont avancé l'argument de prévention. Quelle prévention alors pourrait-on s'écrier? Et quelle serait la ligne de démarcation entre prévention et volonté d'intervention sous des prétextes humanitaires qui hantent certains esprits? Sans doute, certains sont venus à cette rencontre avec l'encre appropriée pour peindre le Cameroun tout en noir, pays d'enfer et de maux indicibles. Et ils ont en cela ameuté les médias, les ONG et les marcheurs patentés de la 47e rue pour spontanément amplifier leur vue dans les médias et les réseaux sociaux. Certains d'entre ces déstabilisateurs ont d'ailleurs tout récemment publié un communiqué affirmant que tout participant à notre prochaine fête nationale du 20 mai sera placé sur leur liste noire et traité comme ennemi, et que l'insurrection est le seul moyen actuel pour renverser les institutions du Cameroun et ceux qui les incarnent. C'est écrit noir sur blanc. Cette ligne de défense du gouvernement et ses contre-arguments peuvent-ils changer le regard de la communauté internationale sur l'enlisement de la crise anglophone? Rien n'est moins sûr. Des experts des questions internationales constatent que pour la première fois, les États-Unis ont décidé de porter cette situation humanitaire devant la tribune des Nations Unies. En attendant une réunion formelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement camerounais et ses différents soutiens sur le plan international peuvent-ils inverser la tendance? Élément de réponse dans ce reportage que signe Guy Zogo. Au lendemain de la réunion informelle aux Nations Unies sur la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'internationaliste Benoît Wenan relève un signe de préoccupation de la communauté internationale. C'est un signe de préoccupation parce que ça fait 3 ans que ça dure. On dénombre aujourd'hui quelques 3000 morts, ce qui est grave. Il y a des dégâts matériels importants.
il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Cette situation-là laisse à penser aussi que le Cameroun ne contrôle plus rien de ce côté. La communauté internationale qui jette un regard sur la situation humanitaire essaye d'amener le Cameroun à trouver des voies et moyens urgemment pour qu'il y ait le moins de victimes possible, parce qu'il y en a déjà suffisamment aujourd'hui. Évoquant les diverses positions observées à cette occasion sur la scène internationale, il parle d'un classique entre les 5 grands du Conseil de sécurité. C'est la norme sur la scène internationale. Quand les 5 grands se retrouvent sur une question qui semble les opposer, plus ou moins, où chacun semble trouver des intérêts qui sont des intérêts égoïstes, il est tout à fait compréhensible que chacun essaie un peu d'avoir son approche. Parce que le Cameroun aujourd'hui est à la fois partenaire des Chinois, des Russes, des Français, des Américains. Mais au fond, précise Benoît Ouénan, plutôt que des oppositions tranchées entre acteurs internationaux sur le Cameroun, il est davantage question de divergences diplomatiques. Je ne pense pas que la situation ou la posture même géographique même du Cameroun, l'intérêt que représente le Cameroun pour les grandes puissances amènerait ces grandes puissances-là à former des camps. Il y aurait peut-être des points de vue ou des approches différentes du point de vue diplomatique pour que finalement il y ait une sorte d'urgence pour le Cameroun à gérer cette situation. Au-delà de cette posture de la communauté internationale, l'attitude du Cameroun aussi compte pour beaucoup dans cette affaire, souligne enfin l'expert. Le Cameroun est en train de dire à la communauté internationale qu'elle n'a pas à craindre quant à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de penser à l'extension, à ce que cette situation puisse, parce qu'elle n'est pas suffisamment gérée, qu'elle dégénère véritablement. Donc, il faut l'endiguer. Somme toute, une étape supplémentaire de la crise anglophone que Yaoundé doit encore gérer. Et au sein de la classe politique, le vice-président du SDF condamne l'inertie du gouvernement dans la recherche des solutions visant à mettre un terme à cette crise anglophone qui dure depuis bientôt 3 ans. Joshua aussi estime que le président de la République doit être le premier responsable de l'enlisement de la crise et là, la solution à cette situation humanitaire et sécuritaire qui se détériore dans les régions anglophones. Il réagit à l'actualité concernant la crise anglophone, mais également l'attitude du gouvernement pour juguler une crise qui dure depuis bientôt 3 ans. Réaction dans ce reportage que signent Kedjara et Dallas Kana. La réunion en formule ARIA du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire au Cameroun, tenue à New York ce lundi, se retrouve au centre de toutes les passions. Si d'aucuns la qualifie d'officieuse, l'honorable Joshua aussi, député SDF, apporte des précisions sur son caractère. C'était une réunion des membres du Conseil de sécurité et non une réunion du Conseil de sécurité. La différence, c'est que les décisions prises ne sont pas des résolutions contraignantes, donc n'engagent pas l'ONU en tant que telle. Donc c'est plus des réunions d'information pour informer les membres du Conseil de sécurité de la situation humanitaire grave qui secoue le Cameroun. Au cours de cette séance de travail, Tomo Monti, l'ambassadeur, représentant permanent du Cameroun à l'ONU, va insister sur le fait que le gouvernement maîtrise la crise et que certains rapports rendus par des observateurs internationaux sont exagérés. À ce sujet-là, Joshua aussi affirme. Il était dans son rôle. Moi, je regrette qu'il ait pris cette posture-là, mais ça ne m'étonne pas parce que, vous savez, le gouvernement Biya, le régime Biya est dans le déni depuis le début de cette crise. Pour lui, cette sortie démontre à juste titre la posture du gouvernement camerounais. Je sais que le gouvernement camerounais a, je dirais, une hantise d'une intervention militaire dans la crise humanitaire en cours dans le sud-ouest et le nord-ouest, et pour cela use de tous les moyens possibles, mais le moyen qu'ils ont et qu'ils ne veulent pas utiliser, c'est le peuple camerounais qui viennent s'asseoir avec le peuple camerounais et qu'ils essayent de résoudre ce problème. Il faut une volonté politique et cette volonté politique, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, elle est absente. Le député SDF a également abordé la question de la descente du Premier ministre en zone anglophone. Le Premier ministre, vu la Constitution, a des pouvoirs terriblement limités.
Et donc nous avons vu son prédécesseur aller discuter avec les syndicats au début de cette crise, quand il est allé voir Paul Biya avec 26 résolutions et quand il a annoncé à tout le monde en Mondovision qu'on était arrivé à un accord. Le lendemain, ceux qui étaient à la table de négociation avec lui se sont retrouvés en prison à Yaoundé. Donc je n'attends pas grand-chose de ce qu'il fait. C'est déjà une bonne chose d'être présent, d'être un peu différent de son prédécesseur et d'aller vers les populations. Ça, c'est une grande avancée, mais est-ce qu'il a les pouvoirs discrétionnaires ou les pouvoirs exécutifs pour pouvoir apporter une solution? Non. Pour lui, personne d'autre que le président de la République lui-même ne saurait porter jusqu'au peuple camerounais le message de cessation des hostilités et du retour à la paix, si cher à la patrie. Il vient nous dire que le président Paul Biya a besoin de dialogue. Je veux bien, mais il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui fait du Premier ministre le porte-parole du président de la République. Le président de la République, d'après la Constitution, quand il veut s'adresser aux Camerounais, il passe soit par des moyens réglementaires, c'est-à-dire un décret, ou alors il fait une communication. Il vous appelle, il fait une conférence de presse ou il fait un message à la nation en disant « je suis prêt pour le dialogue ». Quelqu'un d'autre ne peut pas venir dire ça à sa place. En octobre 2018, les Camerounais n'ont pas élu Dion Ngouté, ils ont élu Paul Biya. Et c'est lui qui a décidé quand on va aller en guerre, c'est lui qui a décrété la guerre, c'est à lui de l'arrêter. Alors que le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des affaires humanitaires interpelle le gouvernement camerounais et les groupes séparatistes sur l'urgence d'engager le dialogue, Joseph Dion Ngouté poursuit son évangile du dialogue dans la région du Sud-Ouest. Le Premier ministre s'est rendu dans cette partie du Cameroun afin de sensibiliser les populations et leur partager avec elles le message du président de la République, à savoir sa disponibilité à discuter de tous les sujets qui fâchent, sauf la sécession. Message de Joseph Dion Ngouté évoqué déjà à Bamenda, et aujourd'hui il entame son périple dans la région du Sud-Ouest où durant près de 4 jours, il doit discuter avec les forces vives de la région du Sud-Ouest afin de les convaincre de la disponibilité du président de la République à discuter et à dialoguer à propos de la crise anglophone. Dans le reste de l'actualité, un accent particulier a été mis sur la sécurité durant le concours d'entrée en 6e dans la ville de Douala. De nombreux parents ont accompagné leurs enfants afin de les rassurer quant aux épreuves qu'ils devaient affronter durant la matinée. Ambiance du concours d'entrée en 6e avec Innocent Abega et Xavier Foka. Sur les 1124 candidats attendus, seuls 1087 ont effectivement pris part au concours d'entrée en 6e au lycée bilingue de Newbel. De nombreux parents, pour la plupart anxieux, ont fait le déplacement pour accompagner leur progéniture. Papa qui est venu me laisser à l'école. Je me suis bien réveillée, papa est venu m'accompagner à l'école et je suis partie en classe. Il m'a dit bonne chance. Le matin, je suis venue avec ma mère. Elle a bien mangé quand nous sommes venus. Quand il a le soutien des parents comme ça le galvanise, ça rend aussi l'affaire tellement sérieuse. Les parents ne sont pas autorisés à franchir le portail du centre d'examen où l'administration au complet, aux côtés des éléments de force de l'ordre, filtre l'entrée des candidats. Nous avons accueilli ce matin en fouillant, en leur disant que ceux-ci ne pouvaient pas entrer dans le centre d'examen. Nous prenons nos enfants en charge, nous les accompagnons en salle et il était question de dire aux parents que ça ne sert à rien de passer une journée là, qu'ils doivent passer à 12h30 récupérer leurs enfants au sein de l'établissement. Lors du contrôle, certains cas d'irrégularité sont constatés et rapidement gérés. Dans la salle de litige, il y a 3 cas là-bas. Il y a par exemple un qui n'a pas de nom, qui n'a pas de... Quand vous n'avez pas par exemple ni de carte ni de récépissé, l'enfant peut dire qu'il a envoyé le dossier dans notre centre et que le nom ne se retrouve pas sur la liste. Nous faisons comme s'il n'y avait rien, comme si rien n'existait. On les fait d'abord composer. Un des candidats a malheureusement dû abandonner à cause de la maladie. 8 heures, c'est le début de la première épreuve, la compréhension de texte.
Le chef de centre fait le tour des 24 salles de composition. Voir s'il n'y a pas de problème dans les 16 différentes salles de classe. D'autres mesures sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves. Vous voyez presque tout le personnel administratif est là-dehors parce que nous devons être d'astreinte pendant toutes les périodes des examens. Même son de cloche au lycée technique de Douala Akwa, qui n'a enregistré aucun absent parmi les 642 candidats inscrits. Au lycée bilingue de Deido, on recense 4 absents sur les 713 candidats enregistrés. Pour empêcher les cas de tricherie, les candidats sont assis un par banc. 12h30 exactement. C'est l'heure de la fin de la dernière épreuve au lycée bilingue de Newbel, comme dans les autres centres. Les enfants se ruent vers la sortie, vite rappelés à l'ordre par les enseignants. Tel qu'annoncé par le chef de centre, un dispositif est mis en place pour assurer le retour en toute sécurité des tout-petits qui, pour la plupart, sont fiers du travail qu'ils ont abattu. L'examen s'est bien passé. J'ai bien composé, je me sens très bien. J'ai bien composé mon examen. J'espère que je vais passer. Les correcteurs se mettent à l'œuvre juste après et les résultats sont attendus au plus tard, le 20 mai 2019. La calmie est de retour au marché de Fumban après quelques jours de tension. Là-bas, des commerçants ont fermé boutique durant une journée pour dénoncer des tracasseries liées à l'intervention des agents fiscaux. Il a fallu l'arbitrage des autorités administratives afin de voir plus clair dans ces problèmes de tracasseries administratives avec l'administration fiscale. D'autres précisions avec Mama Soufor et Julingue Nyondé. Des boutiques scellées au marché central de Fumban pour impôts non payés, voilà qui courrouce les commerçants de cet espace marchand, situé dans le Noun, région de l'Ouest. Ces derniers protestent contre ce qu'ils qualifient d'arnaque à ciel ouvert, voire d'abus de pouvoir. Ils m'ont pris 100 000 francs. Tu vas voir, ils vont écrire à 30 500. J'ai payé 100 000 francs. Ça ne fait pas un mois. Parce qu'ils m'ont trop menacé. Ils m'appellent au téléphone, ils disent que je ne viens pas payer 100 000 francs, c'est qu'ils vont venir me sceller. Vous voyez l'année passée, nous avons payé 85 000. Et sur le papier qu'on nous donne, quand on amène chez quelqu'un qui connaît lire plus que nous, on trouve que les impôts payés à 80 000 se retrouvent à 39 500 francs. Nous sommes dépassés. Le mécontentement survient après que les responsables de la taxe ont revu à la hausse les impôts selon leurs déclarations. Avant, nous on payait 35 000, 40 000. Maintenant, ils nous exigent 150 000 derniers prix ou 200 000. L'année passée, on était à 50 000, 70 000. Et on prend chez les autres 100 000. On prend la quittance de 30 500. J'ai demandé l'aide qui nous aide. On n'est pas à ce niveau en Fumban de payer ce montant. Qui diminue, on va payer. Cette situation a abouti à l'organisation d'une grève en guise de protestation. Une descente dans la rue avec des pancartes dénonçant
La taxe ont revu à la hausse les impôts selon leurs déclarations. Avant, nous on payait 35 000, 40 000. Maintenant, ils nous exigent 150 000 derniers prix ou 200 000. L'année passée, on était à 50 000, 70 000. Et on prend chez les autres 100 000. On prend la quittance de 30 500. J'ai demandé l'aide qui nous aide. On n'est pas à ce niveau en Fumban. De payer ce montant. Qui diminue, on va payer. Cette situation a abouti à l'organisation d'une grève en guise de protestation. Une descente dans la rue avec des pancartes dénonçant ces abus et des pleurs a guidé les grévistes jusqu'au palais du roi où ils sont venus demander de l'aide. Il ne faut pas sceller les boutiques de gens. Et il faut diminuer l'impôt qu'on a payé l'année passée. Même s'il faut ajouter, l'impôt ne doit pas tripler, ne doit pas doubler, ne doit pas exagérer. Sur place, une réunion de crise sera convoquée par le sous-préfet de Fumban et les responsables de l'administration fiscale. Des échanges qui ont permis de calmer les esprits et prendre de nouvelles résolutions. Certaines de ces récriminations relevaient simplement de l'ignorance de la loi fiscale qui stipule par exemple que le paiement de l'impôt libératoire est dû au plus tard le 15 avril de l'année et tout contribuable qui ne s'est pas acquitté de cette obligation-là est passible de la fermeture de l'établissement le 28 février pour ce qui est de la patente. Je crois qu'on a trouvé un terrain d'entente et ils ont également compris ce que la loi stipule à propos. Nous avons dit nous serons beaucoup plus patients. Peut-être que nous nous mettons en marge de la loi en laissant que les contribuables viennent payer leurs impôts après le délai prescrit par la loi. Mais tout ce que nous recherchons, c'est l'équilibre social. Aux dernières nouvelles, un calme relatif règne au marché de Fumban après ces tensions qui ont agité l'espace marchand. Les survivants du crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air reçoivent des soins médicaux à l'hôpital militaire de Douala. Ils étaient à bord de cet aéronef lorsque l'accident est survenu dans la mi-journée du lundi 13 mai 2019. Le ministre de la Défense a fait savoir qu'un commissaire de sécurité publique, l'officier de police Ngoué Wiyou Victor, n'a pas survécu à cet accident. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de ce regrettable accident, selon les propos du ministre de la Défense, qui adresse au nom du chef de l'État les condoléances du président de la République à la famille de l'officier de police décédé lors de ce crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air. Dans l'escale internationale, Omar El-Béchir est dans de sales draps au Soudan en raison des soupçons de meurtre liés à de nombreuses affaires dans son pays. Évocation avec Eric Martial Ndiomo. 3 morts enregistrés lundi lors des manifestations à Khartoum. La tension est montée d'un cran en raison des barricades dressées par les manifestants sur plusieurs artères de la ville en guise de protestation au vu de la lenteur observée dans les négociations pour la mise en place du Conseil de transition et de ses organes. Une légère avancée a tout de même été observée puisque l'Alliance pour la liberté et le changement représentant les civils et l'armée ont annoncé une nouvelle forme de conseil de transition, tout comme ces structures constituées du conseil souverain, du cabinet et de l'assemblée législative, ainsi que des prérogatives de ces organes. Les points d'achoppement actuels portent sur la durée de la période de transition et la composition de tous ces organes. Alors que les militaires veulent s'arroger la majorité des membres, les civils ne l'entendent pas de cette oreille. Pendant ce temps, le président déchu, Omar El-Béchir, a été inculpé par la justice soudanaise pour meurtre de manifestants pendant les protestations contre son régime. La plainte avait été déposée par un médecin durant des protestations à Bouri, à l'est de Khartoum, avant la chute du régime le 11 avril 2019. Depuis le début de la protestation dans les rues, près de 100 Soudanais ont déjà été tués.
En route pour la Coupe du Monde féminine France 2019, les Lions indomptables reçoivent l'onction du peuple camerounais. C'était lors d'un match de gala et d'une cérémonie riche en sons en couleurs qui se sont déroulés au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé. Au moment de quitter le pays, les Lions indomptables promettent de se surpasser pour défendre les couleurs nationales durant cette Coupe du Monde de football féminin en France. Un reportage, Joël Essengue et Ike Cyril. L'hymne national du Cameroun qui retentit au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé devant un public considérable, au premier rang desquels le ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais aussi le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'est la cérémonie de mise en mission des Lions indomptables du Cameroun qui vont s'envoler pour la France où elles vont prendre part à la Coupe du Monde de football féminin. Ce sont des lions gonflés à bloc qui vont quitter le Cameroun après ce match de revoir. Elles communient avec le public, elles reçoivent l'onction du peuple, elles reçoivent toutes les bénédictions. Ce sont des lions super motivés qui s'apprêtent à quitter le Cameroun pour aller défendre les couleurs nationales à la Coupe du Monde de football féminin en France. Je rends grâce à Dieu parce que là, depuis avec le championnat, tout, pas de blessure. Et je ne peux que dire merci, tout se passe bien pour le moment. Alors vous êtes face au public qui est en train de vous donner toutes ces bénédictions cet après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez un petit mot à dire à ce public-là? On leur dit merci. Merci de croire en nous. Merci d'être là, dans la défaite comme dans la victoire. Et nous n'allons pas nous décevoir. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et faire mieux qu'en 2015. Déjà en 2015, on a mis la barre haute. On est obligé de faire mieux. Donc la barre elle est haute, quoi. 1-0 en faveur des Lions indomptables du Cameroun face à la sélection régionale de football féminin du centre. Mais ce n'est pas le résultat qui importait pour cette rencontre. Le plus important, c'était la communion avec le peuple. La communion entre les Lions indomptables du Cameroun et le peuple au moment de quitter le Cameroun pour la France où elles vont prendre part à la Coupe du Monde de football féminin en France. Les Lions vont croiser sur leur chemin comme adversaires du premier tour le Canada, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Des adversaires que les Lions comptent affronter sans complexe. Pour les paramètres physiques, techniques, tactiques et psychologiques, mais là nous sommes pratiquement en train de terminer la dernière phase, donc nous mettons plus l'accent sur le plan psychologique et des réglages. Le stage en Espagne, ce sera pour l'acclimatation, c'est l'acclimatation et l'Espagne prend de qualité pour pouvoir évaluer notre réel niveau avant la Coupe du Monde. Ambiance toute particulière au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport avec l'artiste de l'or au Cameroun, le roi du Wayayoui, Nyangono, venu dire à sa manière au revoir et souhaiter bonne chance aux Lions indomptables qui s'envolent pour la France où elles vont prendre part à la Coupe du Monde de football féminin. L'artiste Nyangono du Sud qui souhaite le meilleur aux Lions indomptables du Cameroun au moment où elle quitte le pays justement pour la France via l'Espagne où elles vont prendre part à la Coupe du Monde de football féminin France 2019. Depuis le stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé, Joël Essengue, Ike Cyril. Des publi-reportages dans ce journal, les Jeux universitaires se sont achevés à Tian et le sponsor de cet événement, Orange Cameroun, a changé la vie des jeunes gagnants des compétitions organisées dans le village des Jeux universitaires. C'était une occasion également de réactiver les incubateurs d'entreprises juniors, mais de permettre également aux jeunes de communier avec des artistes de musique urbaine. Ambiance festive durant une dizaine de jours qu'ont duré ces Jeux universitaires à Tian. C'est dans ce reportage de Leclerc Sakem. Orange Cameroun, partenaire privilégié des Jeux universitaires, Tian 2019, a pendant 8 jours sémé la graine de joie dans le cœur des étudiants. Grâce à Orange Cameroun, certains COPS ont obtenu leur ticket de participation à la CAN Égypte 2019. Je suis le champion de Street Fighter à Orange Pulse et je remercie Orange pour cette opportunité. Et merci beaucoup. Et j'ai gagné, on va représenter Orange Cameroun à la CAN de l'Égypte.
Oui, je suis très content d'avoir gagné le PPS et vraiment encore plus heureux de participer à la CAN 2019 en Égypte. Merci pour Orange. Je dis merci à Orange, merci beaucoup. Restant dans sa logique du rapprochement de ses consommateurs les licenciels, Orange Cameroun, à travers son nouveau produit, Orange Pulse, a organisé un méga concert pour rapprocher les étudiants de leurs stars préférées. De Bad Nova à Malox en passant par Nabila, Mimi, Lorca, Singila. L'ambiance était au zénith devant un public au comble qui reprenait en chœur leurs chansons. Outre les compétitions et le divertissement, Orange Cameroun a permis aux étudiants d'avoir une idée de gestion en entreprise. Orange Cameroun a à cœur d'accompagner les jeunes dans le développement des compétences dont ils auront besoin plus tard en entreprise. Nous créons une junior entreprise qui existe dans chaque université étatique du Cameroun aujourd'hui, qui sont des chapes d'Orange, et nous constituons en fait ces équipes-là qui sont des jeunes, qui sont au nombre de 25 par université, qui se constituent en entreprise. Le déploiement de cette société citoyenne pendant ces 22e Jeux universitaires a été salué par le ministre de l'Enseignement supérieur. Orange Cameroun a à cœur d'accompagner les COPS aux 23e Jeux universitaires Gaoundéré 2020. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a engrangé 21 médailles lors des Jeux universitaires édition 2019 à Tchang. L'UIG a également profité de cette émulation sportive pour présenter son offre de formation académique et le cadre idéal pour des Camerounais désireux d'acquérir des connaissances et des compétences à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Reportage. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. Fondé en 1993 et placé sous la tutelle académique de l'Université de Tchang depuis 2005, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est 3 écoles spécialisées dans les domaines du commerce, des gestions, de la communication, de l'information, l'industrie, des nouvelles technologies. Elle excelle dans le domaine sportif. Démonstration a été faite au 22e rendez-vous sportif des COP Tchang 2019. Elle reste le poids lourd des institutions privées au Cameroun grâce à ses génies créateurs. Moi, c'est l'étudiant Betolum Patrick de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Et là, je viens de remporter, avec la collaboration de mon confrère Aïne Bertrand, nous avons remporté le 2e prix sur la catégorie B, sciences et technologies. Notre projet portait sur le régleur automatique de feux de route au croisement. Et nous sommes arrivés là, c'est pas par nos propres moyens, nous avons été encadrés par M. Zomessi qui a été vraiment un très grand soutien, et aussi par le promoteur de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, M. Louis-Marie Ndiam. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée a été finaliste malheureux en football masculin. Dans un esprit du fair play, le fondateur de l'IUG salue la prestation de ses protégés et pense déjà à l'avenir. Nous n'avons pas pu venir à bout de l'université de Bamenda. D'ailleurs, je félicite l'université de Bamenda qui a rapporté cette victoire-là devant nous. Cette défaite pour nous est une interpellation. Nous allons continuer à travailler, à nous améliorer pour qu'à la prochaine édition, Gaoundéré 2020, il n'y ait plus de médailles récoltées, il n'y ait plus de récompenses en termes de médailles. Je pense que le travail devant commencer tout de suite après cette édition de la dynamique collective à Tchang. Nous sommes tous des institutions qui participent, sont tous interpellés pour commencer à s'armer pour la prochaine édition. Pour ce 22e rendez-vous sportif des COPS, l'IUG tire ainsi son épingle du jeu avec 21 médailles remportées au total, dont 5 en or, 7 en argent, 9 en bronze pour une place de 7e au classement général. Ainsi, en 25 ans, Louis-Marie Djambou, le pionnier de l'IUG, a gravé sur le marbre tout un pan de l'histoire de l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Gaoundéré 2020, les sportifs de l'IUG arrivent. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Nous formons des cadres compétents depuis 1993. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.